Euh, Julie, je réponds au fait que je suis enregistré, que tout pourra être retenu. Merci à tous d'être présents. Je propose qu'on fasse un petit tour de table des trois personnes qui pourront intervenir sur le webinaire. Moi, je m'appelle Manuel Majeda, je suis enseignant chercheur à l'Université de technologie de Compiègne et accessoirement secrétaire général d'Initial. Jean-Marc. Donc, Jean-Marc Viré, enseignant-chercheur en physique à Aix-Marseille Université, et chargé de mission pédagogie et numérique à Marseille et vice-président initial. Ok. Sophie. Julie, il faut actionner les micros. Euh, mais Sophie n'interviendra qu'en toute fin et pas dans ce webinaire. Donc, Sophie voilà, elle Géquier, présentera tout à Bordeaux, l'heure. enseignant-chercheur physique. J'ai présenté tout le monde. Euh, je vous présente rapidement le dispositif. Ce webinaire n'est pas un webinaire unique, il fait partie un cycle qui a pour objectif pour Initiel de permettre à la fois de diffuser des pratiques et de valoriser des établissements initiels. Donc le but, hein, c'est un but de mutualisation, et ça tombe bien, puisqu'en fait, notre sujet, ça va être la mutualisation de ressources pédagogiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'approprier et réutiliser des ressources pédagogiques, qui n'est pas un élément aussi simple que ça peut paraître. Donc, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Jean-Marc, je te passe la parole, c'est toi le premier intervenant. OK. Allez, je partage mon écran. Donc, j'ai préparé un diaporama. Donc, voilà, hein, l'idée, c'est vraiment de parler de mutualisation, d'appropriation, réutilisation. Donc, vous verrez les nuances que je mets là-dessus. Et c'est aussi de finir cette présentation par des retours d'expérience au niveau local et national. Donc, local, ça veut dire dans nos universités respectives, à Manuel et à moi, et au niveau national avec la vision qu'a Uniciel de cette problématique. Donc, rapidement, le plan de ce webinaire, on va se poser la question du pourquoi mutualiser, réutiliser, s'approprier. On parlera de quoi, c'est-à-dire quelles sont les ressources qui finalement se mutualisent le mieux et celles qui ne se mutualisent pas, ou plutôt qui ne font pas réutiliser. Après le comment, c'est-à-dire comment favoriser la réutilisation, l'appropriation de ressources existantes. Et ensuite, on terminera cette partie un peu générale, on va dire, sur les freins et le levier de la mutualisation, appropriation. Et on continuera sur trois ou quatre exemples, trois ou quatre, parce que ça va dépendre du temps que l'on prend. Parce que je suis un petit peu bavard, donc j'espère que je ne le serai pas trop. Voilà, j'essaierai d'aller droit au but. Très bien. Alors, pourquoi utiliser, s'approprier des ressources extérieures? La première raison assez évidente et très commune pour tout le monde, c'est de fournir des ressources complémentaires aux étudiants. Donc, on va sur un site, on trouve quelque chose d'intéressant, eh ben, on envoie nos étudiants là-bas en leur disant, n'hésitez pas à avoir de l'information complémentaire. Mais de plus en plus, des collègues vont vers des ressources mutualisées pour enrichir les contenus de leurs cours. Il y a vraiment une volonté d'amélioration de ses propres ressources. Tout ça, c'est pour augmenter l'efficacité des apprentissages et cacher derrière, améliorer la réussite des étudiants. C'est vraiment ce qui guide en général les collègues pour passer du temps sur leur pratique enseignante et les ressources qu'ils utilisent. Ensuite, il y a aussi une autre raison qui fait que on va vers des ressources extérieures pour enrichir son cours. C'est souvent pour gagner du temps grâce à la mutualisation en n'ayant pas à refaire tout en intégralité. Et puis finalement, il y a aussi des choses qui sont en train de se passer, c'est sur l'évolution de la pratique enseignante. De plus en plus de collègues se rendent compte qu'ils ont des problèmes avec l'enseignement traditionnel, parce que le public étudiant a fortement évolué depuis, pour moi, une bonne quinzaine d'années. Et puis, ben, le cours magistral a de plus en plus de mal.
les TD aussi. Et bon, on peut trouver des raisons cachées à ça. Et donc, j'ai envie de dire, donc je vais vous parler de pédagogie, de pédagogie active, un peu d'hybridation. Je tiens à insister que ce n'est pas un effet de mode pour moi. Il y a vraiment des changements sociétaux assez importants qui ont eu lieu et qui ont changé la mentalité de nos étudiants. Le premier qui est évident, c'est depuis Internet, c'est le rapport à l'information, où on voit que maintenant, on va chercher de l'information et on a du mal à être dans une posture de réceptacle passif d'informations qu'on nous donne alors qu'on ne les a pas choisies. Donc, ça met vraiment en danger l'enseignement transmissif. Il y a aussi l'aspect génération zapping, c'est-à-dire que le temps d'attention est de plus en plus limité pour tous les apprenants. Donc ça pousse à plus de granularité, donc à plus de scénarisation pédagogique. Il y a aussi l'aspect réseaux sociaux, si vous voulez, où aujourd'hui tous les étudiants sont au centre de leur réseau. Donc, finalement, ça explique en partie pourquoi on tend de plus en plus de méthodes pédagogiques type behaviorisme ou cognitivisme vers du socio-constructivisme, c'est-à-dire un enseignement centré sur l'étudiant et avec réaction. Et enfin, pour terminer, il y a aussi la croissance technologique accélérée qui fait que aujourd'hui les métiers changent très vite et donc c'est peut-être plus important d'apprendre à apprendre que de transmettre des savoirs bruts. OK, donc tous ces facteurs font qu'il y a une évolution, si vous voulez, des pratiques enseignantes. Et donc, comme on constate de plus en plus de gens qui passent de l'enseignement transmissif vers l'enseignement actif, plus encadré. Et donc, on passe forcément d'un programme où on a un sommaire des savoirs, ce qu'on a toujours l'habitude de voir, et on va plutôt vers la construction d'un scénario pédagogique, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Du coup, ce qu'on appelle des ressources éducatives libres, par exemple, ben, c'est de moins en moins des ressources de cours type PDF, et on va justement plutôt vers des cours numériques hybrides, c'est-à-dire avec une diversité des modalités d'apprentissage. Et donc, c'est là où, dans mon vocabulaire, je vois vraiment l'hybridation comme un vecteur de changement pédagogique. Et c'est vraiment la source d'un enrichissement et d'un changement de posture. Et donc, c'est là où on n'est plus maître des savoirs et évaluateur, contrôleur des connaissances au moment des examens. On change de posture en étant plus un guide, un accompagnateur et un architecte quand on construit son scénario pédagogique. Et finalement, les ressources hybrides, où on introduit des activités numériques dedans, permet justement plus de flexibilité et de richesse dans les modalités pédagogiques qu'on peut mettre en œuvre. Voilà. Donc, après, j'aime bien cette situation de Milgrom, que le père des APP à Louvain. Moins d'enseignement amène à plus d'apprentissage. Et donc, je vous laisse un petit peu méditer là-dessus. Et donc, c'est un peu au cœur pour moi de ce qui va motiver les gens à aller voir des ressources extérieures mutualisées. Alors, si on continue sur le pourquoi, je voudrais vous donner le point de vue des étudiants. Donc là, c'est des discussions qu'on a régulièrement à Uniciel, dans le cadre de différents projets, avec les responsables des associations étudiantes FNEB et AFNEUS, des étudiants scientifiques. Et on a été très surpris lors du colloque du projet Illicite il y a un an, où les étudiants nous ont dit qu'ils allaient plus facilement vers des ressources numériques que vers les enseignants. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et qui doit nous faire réaliser vraiment l'évolution de la mentalité des étudiants. Ils sont très différents de nous. Clairement, il y a besoin de ressources complémentaires et c'est important de faciliter l'autonomie, de développer l'autonomie chez les étudiants. Et que finalement, les ressources à distance, ça leur plaît beaucoup parce qu'il y a un travail asynchrone qui est facilité. S'il est encadré, c'est mieux. Et tout ça, ça permet de découvrir, de s'entraîner, de répéter, d'approfondir. Et donc, ça favorise la consolidation, c'est-à-dire au sens cognitif, c'est-à-dire vraiment la mémorisation à long terme.
Ensuite, il y a aussi des raisons structurelles sur le besoin d'avoir des ressources, on va dire, hybrides avec plein de, plein de diversité en leur sein. C'est que ça permet de s'adapter à une situation particulière, hein. Donc, il y a eu un petit peu un boom sur les ressources numériques avec la pandémie, hein, c'est clair. Mais finalement, dès qu'il y a une nouvelle offre de formation, qu'il y a une réforme de lycée, on a des changements de maquette. Et finalement, ça met beaucoup de travail aux enseignants-chercheurs. Si finalement, ils pouvaient avoir trouver des ressources mutualisées pour enrichir leurs cours, ça leur ferait gagner du temps. Donc, plus de flexibilité dans les pratiques, hein. Donc, ça, c'est pour gérer les WICI, par exemple, par rapport aux L1, qui sont dans des portails, gérer le travail à distance, les sportifs de haut niveau, les publics empêchés, hein. Donc, c'est intéressant, cette flexibilité. Et finalement, à partir du moment où on arrive à pousser les collègues à enrichir leurs ressources, il y a clairement une amélioration et du coup une satisfaction de la part des enseignants qui trouvent plus de plaisir à enseigner dès qu'ils changent un peu leur modèle. Et finalement, ça augmente le taux de réussite, j'en ai déjà parlé. On va aller à la suite. Alors maintenant, plus spécifiquement sur mutualiser. Hein, parce que là, s'approprier, réutiliser, c'est la problématique de l'enseignant qui va chercher des choses pour l'insérer chez lui. Hein, et la nuance que je fais entre réutilisation et appropriation, c'est que pour moi, la réutilisation, c'est on prend quelque chose de tout en un, hein, c'est clé en main, on prend tout ou rien. Alors que l'appropriation, ça veut dire que vraiment, on va mettre les mains dedans et faire son marché dans la ressource qui a été proposée. La mutualisation, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment un collègue, une équipe pédagogique qui finalement a produit des ressources et les met à disposition de la communauté. Donc c'est vraiment l'idée de faire profiter de son travail. Et quand on a passé beaucoup de temps à faire quelque chose, on est en général très content d'en faire profiter. Bien sûr, hein, c'est l'idée du partage de ressources, mais ce qui est important, c'est le partage de la pratique aussi. C'est très important de comprendre dans quel contexte sont utilisées les ressources, hein, quels usages on en fait. Les autres choses qu'on voit, donc ça, c'est un peu l'idée du fonctionnement d'Uniciel qu'on a eu aussi dans différents projets, hein, c'est finalement de donner le sentiment d'appartenance à une communauté disciplinaire pédagogique. On connaît ça en recherche et on essaye de développer ça en pédagogie, tout ça pour prendre plus de plaisir à enseigner et gagner du temps. Donc, le fait est que quand on mutualise, souvent on va travailler en interru, on va devoir faire des relectures, on va jouer sur la médiatisation, sur la granularité, et donc finalement, on améliore la qualité de ses ressources et de ses activités. Donc faire gagner du temps aux collègues, j'en ai déjà parlé, j'avance. Euh, donc rentrons maintenant dans quel type de ressources sont le plus facilement réutilisées ou appropriées. En fait, je vais commencer par le cours, les ressources de cours, c'est-à-dire vraiment la transmission des savoirs. Euh, Pourquoi? Parce que c'est le comportement habituel d'un collègue. Quand on crée un nouveau cours, la première chose qu'on fait, c'est de rédiger le cours, vraiment l'ensemble des savoirs. Et pour nous, c'est ça qui est important. On va passer moins de temps sur tout ce qui est travaux dirigés, travaux pratiques, ça dépend de notre affinité avec l'expérimentation, hein, ou nos moyens qu'on peut avoir, ça dépend des disciplines. Et, euh, et donc, il y a vraiment on va dire, un paradoxe à ce niveau-là. C'est que pour nous, enseignants, ce qui est le plus important, c'est le cours. C'est ce qu'on a envie de mutualiser, qu'on a envie de partager. Et en fin de compte, c'est... Alors, ça y est, j'ai perdu la main. Voilà. Et en fait, c'est ce qui se mutualise, hein, ce qui est le moins réutilisé, le moins approprié par les collègues. Et ça, pour nous, c'est le fait
qu'on a une indépendance intellectuelle en tant qu'enseignant-chercheur, et c'est là où on a envie de mettre notre patte. Donc, finalement, ce besoin de mettre sa touche personnelle fait que, ben non, la ressource de cours, je vais la faire moi. Par contre, le reste, oui, ça va m'intéresser sous certaines conditions. Donc voilà, ça c'est la première information, je dirais, importante et qui n'est pas usuelle pour les collègues, c'est que finalement, la ressource de cours, ce n'est pas le plus important en termes de mutualisation, réutilisation, appropriation. Ensuite, euh, bien entendu, il y a des ressources de cours qui sont utilisées, hein, surtout en ressources complémentaires, mais ce n'est pas son cours qu'on va utiliser avec ses étudiants, sauf si vraiment on se lance dans quelque chose de nouveau et qu'on arrive à trouver un cours de bonne qualité. Et à ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser complètement ou s'en inspirer fortement. Donc, je mets un petit bémol à ma vision radicale initiale. Ensuite, une autre chose qui se mutualise plus ou moins bien, ça va dépendre du contexte, c'est tout ce qui est sujet. Sujet de travaux dirigés, travaux pratiques, devoirs maison, devoirs surveillés, examens. Finalement, on se rend compte qu'il y a une mutualisation si on transmet les corrections détaillées et les sources. Tout ça pour que les collègues puissent vraiment se l'approprier. Si, à partir du moment, hein, on en a tous sous le coude, ce genre de choses, mais quand on découvre un cours extérieur, si on voit qu'on a les sources, qu'on a les corrections, c'est-à-dire qu'on ne va pas perdre trop de temps à reprendre les choses, alors oui, on met les mains dedans. Si on n'a que des fichiers PDF avec les énoncés, ben, les gens ne les regardent même pas. Voilà. Alors ensuite, ce qui va vraiment être de plus en plus approprié, réutilisé, ce sont les activités numériques. Donc, qu'est-ce que j'entends par activité numérique? C'est vraiment, hein, je fais une nuance entre outils numériques et activités numériques, parce que des outils, c'est voilà, une plateforme, on dépose des fichiers, les étudiants vont les prendre comme ils veulent, alors qu'une activité, c'est vraiment pour rendre actifs les étudiants, en général à distance, hein. Donc, c'est des tests, hein. Le plus simple, c'est le test qu'on va faire sous Moodle, qu'il soit formatif ou sommatif. Après, ça peut être des exercices avec des corrections automatiques, hein, ou aussi des cheminements qui peuvent être adaptatifs. Vous avez ensuite des forums interactifs. Vous pouvez utiliser des vidéos interactives type H5P, par exemple. Donc, voilà ce que j'entends derrière activité numérique. Et là, on se rend compte que si la qualité est bonne, alors oui, c'est souvent réutilisé, voire modifié. Et pour que la qualité soit bonne, c'est là où la production et la mutualisation, en général, doit se faire en interru pour lisser en fait un peu la qualité qui est produite. J'y reviendrai un petit peu après. Et finalement, ce qui se mutualise le plus, hein, ce qui est plutôt réutilisé et approprié le plus, c'est la banque de questions sous Moodle. Toujours s'il y a une bonne qualité, et souvent, on se rend compte que c'est pour l'analyse de prérequis. C'est-à-dire, voilà, ce n'est pas mon UE proprement dite. À l'analyse des prérequis, là, je vais utiliser les banques de questions parce que je n'ai pas envie de tout faire sur les UE que je n'enseigne pas. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des gens qui enrichissent leurs cours quand ils voient vraiment des ressources de bonne qualité, ils n'hésitent pas à faire leur marché dedans. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est schéma, illustration, animation, vidéo. Ça fait des bonnes introductions, hein, qu'on aime bien mettre dans ces cours. Et finalement, quelque chose qui intéresse les collègues, c'est le scénario pédagogique, hein, ou l'usage du numérique dans son cours, hein, comment on articule le présentiel, le distanciel, et finalement, comment on déroule son enseignement. Le problème, c'est qu'on a du mal à récupérer ces informations, donc peu de ressources sont associées à ces scénarios pédagogiques ou scénarios d'usage. Mais quand on le fournit, en fait, c'est quelque chose qui intéresse les collègues au moment de la réutilisation. Donc,
sur le scénario pédagogique, hein, je ne vais pas vous détailler cette diapo qui est un petit peu lourde, hein. Je veux simplement montrer ici que moi, dans mon scénario, voilà tout ce que j'utilise, hein. Il y a vraiment un point de départ avec des prérequis, un point d'arrivée avec des objectifs d'apprentissage qui sont développés en termes de savoir, savoir-faire, savoir-agir, savoir-être. OK? Et après, je vais définir une méthode pédagogique à l'aide de plusieurs outils, hein. L'objectif, c'est de rendre actif le rapport au rôle, le rapport au savoir. Est-ce que j'utilise l'apprentissage par les pairs comme le travail en équipe? J'utilise une progressivité de l'apprentissage, hein, qui respecte une évolution cognitive cohérente. J'utilise des outils divers et variés et des évaluations. J'ai une vraie réflexion entre sommative, formative, continue. Voilà. Mais ce sur quoi je vais insister, en fait, c'est les ressources de cours. C'est que, comme je vous disais, souvent, le plus important, c'est les ressources de cours, et on focalise là-dessus. Et je pense que quand on a une vision plus large des choses, on se rend compte que le support de cours n'est qu'un outil parmi beaucoup d'autres au sein d'un scénario qui doit être riche. Donc, c'est dans ce sens-là, hein, où je veux montrer que finalement, ce qui va être réutilisé, approprié par les collègues, c'est vraiment tout ce qui va alimenter un scénario pédagogique riche. Voilà. Alors, je continue sur les types de ressources. Donc là, c'est une sorte de petit résumé, hein. Donc finalement, ce qui va être le plus réutilisé, approprié, c'est ce qui concerne les activités, les évaluations formatives. Et c'est beaucoup plus que les savoirs. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est un dispositif clé en main qui va être plus réutilisé? Ou est-ce que finalement, on est vraiment dans l'appropriation en prenant un module où on va faire son marché et finalement, on fait son marché sur des grains pédagogiques. Donc finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Le dispositif clé en main, le module hybride ou le grain pédagogique? Il y a des avantages et des inconvénients à chaque chose et ça dépend des besoins. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau du dispositif clé en main, le vrai avantage, c'est qu'on n'a rien à faire. Le problème, c'est qu'il suffit que va regarder ce dispositif clé en main, voit un aspect non adapté à son besoin, alors en général, ça entraîne un refus. On perd le côté adaptatif. Alors bien sûr, s'il y a de l'accompagnement, ce genre de choses, on va réussir à ce que la personne utilise le dispositif, mais on n'est plus clé en main. On est du coup dans l'appropriation. Alors, l'avantage de l'appropriation, c'est l'adaptabilité, hein, selon les besoins, mais ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement quand on cherche à adapter les choses. Alors, bien sûr, une fois qu'on commence à avoir une certaine dextérité, hein, on travaille seul ou en équipe, mais l'accompagnement est crucial pour cette problématique de la mutualisation, réutilisation, appropriation. Alors, on rentre maintenant dans le comment. Euh, Comment favoriser ça? Donc, je vais aller un petit peu plus vite sur cette partie, parce que je vois que le temps passe. Donc, il y a toujours deux stratégies. Donc là, hein, c'est un discours qui est plutôt orienté chef de projet, centre de pédagogie, voilà, ou direction de formation d'établissement. Voilà. Donc, la stratégie, on a toujours l'aspect top-down versus bottom-up. On est d'accord, top-down, c'est quand les choses viennent de la gouvernance. Le bottom-up, c'est quand on arrive à convaincre des individus ou des équipes pédagogiques. L'avantage du top-down, c'est clair, on a les moyens financiers, l'accompagnement est anticipé. Et après, il y a des orientations stratégiques, hein. Donc, le plus, c'est côté gouvernance. Le moins, c'est les collègues, souvent, ils ont l'impression qu'on leur impose des choses. Et c'est pour ça que souvent, c'est déconnecté de la base. Et donc, la gouvernance imagine des choses et derrière, ça ne suit pas. Donc, ça, c'est le vrai problème de l'approche top-down. Dans bottom-up, l'avantage, c'est qu'en général, on trouve des collègues motivés, ce qui fait qu'on va pouvoir construire des choses ensemble. Et après, l'accompagnement est variable, la reconnaissance financière ou académique, elles aussi sont variables. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand on est précurseur, en général, on se fait avoir.
on a plein de blocages qui veulent nous empêcher de faire ce qu'on a envie, de tester des innovations, et on n'a aucun moyen. Une fois que ça commence à être connu, les portes s'ouvrent. Donc, voilà. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Et c'est pour ça que souvent, à titre personnel, en tant que chef de projet, par exemple, j'essaye toujours de coupler les deux approches. Euh, alors, un autre moyen de favoriser la réutilisation, l'appropriation, c'est au moment de la production de ressources, il faut avoir un cahier des charges important, exigeant. Donc, euh, au niveau des individus, il faut insister sur la granularité fine, parce que tout ça, ça va faciliter le faire sur marché. Adopter un ton neutre, avoir un vocabulaire adapté, mais générique, pas de véhémence. Ça, c'est la discussion entre collègues, c'est la production de ressources et d'activités à plusieurs qui va permettre ça. Il faut, de mon point de vue, il faut intégrer une dimension numérique pour tendre vers des ressources hybrides qui permet la diversité des approches et des modalités pédagogiques. Et donc, demander des activités numériques et insister à ce que les fichiers sources soient disponibles. Dans les activités numériques, il y a des questions, forcément. Il faut imposer la présence de feedback, de rétroaction. Pour les équipes et les structures, voilà, il faut travailler en interru pour limiter la subjectivité, lisser les formulations et impliquer du monde pour mieux essaimer. Ensuite, ça, on est le problème de l'indexation des grains pédagogiques. Tout ça, c'est pour pouvoir s'y retrouver dans un catalogue de ressources. Donc ça, c'est plutôt la problématique des UNT, mais qui peut être le cas des établissements avec les grands projets qu'on a vu apparaître ces dernières années. Il faut homogénéiser le catalogue de ressources. Tout ça, c'est pour faciliter le travail des étudiants et l'appropriation par les enseignants. Quand il y a les modules d'enseignement sont très différents, en général, l'enseignant, il est un petit peu perdu et donc ça limite son envie d'aller découvrir d'autres sources. Voilà. Et aussi, comme je vous disais, toujours essayer de pousser les collègues qui mutualisent à fournir un scénario minimal sur l'action de la page Moodle. Donc, par exemple, pour Uniciel, on a ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on veut toujours qu'il y ait pour chaque section Moodle d'une page d'enseignement, c'est qu'il y ait des objectifs clairs et nets. Si on peut, si on est dans les sciences naturelles, avoir une section observée, tout ça c'est pour développer l'appétence, susciter l'attention des étudiants, une section pour apprendre, une section pour s'exercer et ensuite une section pour s'évaluer. Bon. Donc là, si on regarde plus dans le détail, vous voyez qu'on a une vidéo pour observer, on a des fichiers PDF pour apprendre et s'exercer, mais on va avoir un test numérique formatif pour continuer à s'exercer. Et finalement, après, vous avez un test sommatif qui est pour s'évaluer. Alors, bien sûr, il est sommatif, mais toutes les questions qu'il y a dedans ont des feedbacks. Donc, finalement, à vous de décider si vous voulez que ce soit vraiment sommatif ou du formatif. Donc, c'est là où il y a de la flexibilité quand on a pensé en amont le scénario et les types de ressources. Et bien sûr, une évaluation finale sur l'ensemble du module. Là, je vous présentais qu'un chapitre, qu'une section, qu'une séquence d'apprentissage de ce module-là. Voilà, et on peut être plus exigeant, par exemple, dans le projet illicite, hybridation en licence scientifique, on a rajouté des choses comme la présence de fichiers sources. OK. Alors, je continue sur comment, après la production, avoir le scénario pédagogique. Donc, le minimum, c'est les grandes lignes de l'usage du module numérique, c'est ce qu'on dit aux étudiants. En général, on le met dans la ressource mutualisée. Et souvent, on s'arrête là. Alors que ce qui serait mieux, c'est de donner vraiment les détails de l'insertion du module dans le scénario pédagogique, surtout si le module est en modalité présentielle avec du travail distanciel, par exemple, ce qu'on pourrait faire avec des classes inversées, des pédagogies actives. Donc finalement, ça correspond à ce qu'on dit aux collègues. Quand on a un nouveau collègue dans une équipe pédagogique, on lui dit ce genre de choses. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir toutes les informations qu'on fournit à toutes nos structures. Allez, je ne développe pas plus.
L'accompagnement, la communication, c'est essentiel. Donc, mais je vois que le temps va très vite. Je vais aller sur mes exemples, hein. Je pense que tout ça, vous connaissez. Donc, le plus loin, je vais sauter complètement. Allez, les freins et les leviers. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des ressources de bonne qualité et de les maintenir. Tout ça, c'est aussi de répondre à un besoin et de faire attention à l'obsolescence des contenus et des formats. C'est le problème des UNT. C'est pour ça que c'est leur rôle d'être une agence de mutualisation de ressources. Après, notre gros souci, quand on parle à des collègues dans une université donnée, c'est de réussir à convaincre les collègues d'avoir cet état d'esprit de la mutualisation, réutilisation. Donc, le premier axe pour moi, c'est gagner en efficacité. Parler de réussite, de satisfaction, de plaisir et de pédagogie. Gagner du temps. Et c'est là où l'accompagnement, le partage des tâches, la mutualisation et l'usage de corrections automatiques, hein, dans des activités numériques font gagner du temps. Il faut insister là-dessus. Et après, il y a un aspect reconnaissance financière et académique. Le financier, ben, autant tant que faire se peut, passer par un projet qui va être financé et on aura une rétribution pour le travail qu'on va effectuer. Et la reconnaissance académique, c'est en train de venir de plus en plus, donc je n'en dis pas plus. Alors maintenant, je passe aux exemples, donc sur Aix-Marseille Université. Et en fait, un premier cas voilà, de réutilisation, appropriation avec des collègues de Nantes. Donc très rapidement, c'est une stratégie bottom-up. 2012, je me lance en classe inversée avec 5 collègues pour une promotion de 150 étudiants et une UE. L'année d'après, ça a très bien marché. C'est toutes les UE de physique de première année qui se passent en classe inversée. On est 18 collègues. Euh, à ce moment-là, hein, de 2013-2014, c'est le moment où je commence à créer des activités numériques qui vont pouvoir cadrer le travail à la maison et mettre en place un contrôle continu assez important. 2015, vu que ça a bien marché en prépa Polytech, on me demande de faire ça en L1. Les équipes pédagogiques s'élargissent, de plus en plus d'étudiants concernés et encore d'autres yeux qui rejoignent. Donc, ce qu'on constate là, c'est un effet boule de neige avec l'appropriation des ressources. Et finalement, les collègues qui ne sont pas forcément dans les mêmes formations vont prendre ces ressources et se les approprier et faire leur marché, ne garder que celles qui les intéressent. 2016, lors d'un colloque où je fais une comparaison entre deux plateformes, WIMS et Moodle, et j'utilise cette mécanique du point comme cas d'étude, il y a un collègue nantais très intéressé, confronté au problème que pour cette UE, ça ne passe plus du tout. Et finalement, ils décident, dès l'année suivante, hein, je vais rencontrer les collègues nantais, je les forme à la pédagogie active et ils réutilisent tout de suite les ressources que j'ai mutualisées. Donc, 6 collègues, hein, c'est une équipe pédagogique, 200 étudiants sur une UE. Mais très vite, ils se rendent compte qu'ils voudraient mettre les mains dedans. Et donc, en 2018, je transfère toutes mes sources. Et ce qui fait que les collègues peuvent vraiment maintenant s'approprier les choses, découper et modeler les choses comme ils en ont envie. Alors, le deuxième exemple, je vais le passer, j'ai plus le temps pour laisser un peu de temps à Manuel. Donc, je finis sur un autre outil qui est très utilisé, hein. Donc là, c'est pour vous donner un exemple d'un dispositif, hein, de ressources mises à disposition par Uniciel auprès de ses partenaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la capacité en maths, hein, avec le dispositif qui s'appelle Prescription Maths, qui a été donc produit par Bordeaux, Limoges et un certain nombre de partenaires. Voilà. Alors, il y a eu avant le projet illicite et puis certaines choses qui ont été terminées. Et je vais vous montrer comment AMU se l'est approprié. Donc, au début 2018, on utilise des tests diagnostiques. D'accord? C'est pour faire des tests de rentrée et affiner l'orientation. Arrive ensuite l'opportunité des tests stables de la pandémie et de la réforme du bac. Hein, ces deux choses, en 2020-2021, ça a été bien compliqué. Et donc, l'usage du numérique. Et donc, on est obligé de créer, de modifier notre offre de formation en cours de route. Et on crée ce qu'on appelle une UE réussite et un troisième parcours WICI. On avait un L0, un L1 en 2 ans, et on fait un parcours renforcé dans nos portails où finalement, dans cette UE réussite, on va utiliser massivement ces outils.
hein, développé par Uniciel, mis à disposition. Et on l'utilise pour faire de la sélection dans les filières sélectives, en travail d'été. Alors ça, on l'utilise un peu pour ça, toujours pour l'orientation affinée, mais surtout, on va pouvoir mettre en place des contrôles continus dans les différentes formations sur les prérequis mathématiques qu'on attend à l'entrée à l'université. Dans les dispositifs d'aide, d'accord, les WICI, il a fallu mettre du tutorat pour aider les étudiants à prendre en main la plateforme et à répondre à leurs questions. Voilà. Euh, donc, je pourrais rentrer plus dans les détails. Si vous avez des questions à la fin du webinaire, je vous donnerai différents types d'appropriation, hein, parce que moi, j'ai vu cette réussite se construire. Et que ce soit en présentiel ou en téléenseignement, on ne l'utilise pas du tout de la même façon. Et si on parle des parcours WICI ou de nos portails, on l'utilise aussi de façon différente. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, vous me demanderez à la fin. Alors, je ne vais pas cacher qu'il y a quand même beaucoup de tensions avec les collègues. On a beaucoup de collègues qui ne veulent pas entendre parler de ressources hybrides, de ressources numériques. Pour eux, il n'y a rien de mieux que le cours magistral et la craie. Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué, hein, de convaincre les collègues. Et à titre d'information, il y a 42 établissements, hein, qui utilisent ce dispositif capacité en maths. L'appropriation est aisée car le besoin est fort. La qualité est bonne, c'est modulaire et granulaire. Très bien, donc je vais m'arrêter là. Manuel, je te passe la main. Merci Jean-Marc. Par contre, je vais te demander de jouer le rôle de petite main et de me passer les diapos au fur et à mesure. Bien entendu. Merci. Donc, je vais vous parler d'une autre problématique et puis je vais essayer d'aller un peu vite, mais quand même de vous donner des éléments de sens quand même parce que il faut que ça ait un peu plus de chair pour que vous puissiez vous l'approprier, mais on aura le temps d'échange pour ça. Tu peux passer à la diapo suivante. Le cadre, c'est un cadre un peu particulier. C'est une école d'ingénieurs post-bac et une université de troisième cycle avec des masters et une école doctorale. Donc quelque chose de très privilégié pour simplifier. On va pas trop le répéter dans mon établissement, mais voilà, on est quand même très privilégié. Parce qu'on peut sélectionner les étudiants, parce qu'on a un cycle préparatoire avec un fort niveau scientifique et on a très peu d'échecs, hein, très peu de réorientation. Mais on a une difficulté ressentie malgré tout par les enseignants sur la question des fondamentaux de la capacité des étudiants à réussir les yeux. Donc même avec de très bons élèves, on a des enseignants qui sont insatisfaits de la relation pédagogique, qui trouvent que quelque chose ne fonctionne plus. Du coup, on s'est posé un certain nombre de questions et on a décidé d'utiliser, comme Jean-Marc l'a dit, un dispositif simple, pas très engageant, etc., etc. Je vais revenir dessus, mais pour trois raisons. La première raison, c'était on voulait s'adapter, on avait peur de la réforme du baccalauréat S. On avait la chance d'avoir des gens ultra sélectionnés sur une filière très visible, très simple, pas hétérogène, et on voit que ça va changer, donc on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il va falloir que nous, on change dans notre dispositif pour suivre ça? On a fait ça depuis le baccalauréat S, donc 2013, hein, c'était l'anticipation. On avait vraiment peur que les fondamentaux changent. De fait, ils sont changés. Et puis, il y a la réforme du lycée, là, je ne vous en parle même pas. Enfin, tout le monde l'a vécu, hein, c'est une horreur. Bon, en tout cas pour nous, à gérer, parce que du coup, on a hétérogénéité, etc., etc., même avec des très bons dossiers. Ça, c'était la première raison, c'était une crainte des modifications et une anticipation de la nécessité de réformer notre offre de formation. La deuxième raison, c'est qu'on n'était quand même pas satisfait de notre taux de réussite. Alors, c'est pas trop, malheureusement ou heureusement, c'est un petit peu compliqué chaque fois, mais remis en cause sur notre pédagogie, on s'est dit, tiens, on a des très bons, ils ne réussissent pas, donc il y a quand même des petites choses qui ne vont pas. Et là, c'était comment une réflexion sur pourquoi ils ne réussissent pas alors qu'ils sont bons au départ. Et puis le troisième point, c'est comme je vous le disais, c'est l'hétérogénéité, hein. Ça devenait compliqué. On avait une certaine zone de confort au départ sur des étudiants très homogènes, et puis l'hétérogénéité des étudiants, au fur et à mesure, commençait à devenir un peu compliqué. Donc ces trois éléments ont permis la mise en place du dispositif. Diapo suivante. Alors on a deux dispositifs, un qui s'adresse à tous les primo-entrants et un autre qui s'adresse aux étudiants d'une UE, mais là, vu le temps, je vais vous développer que le premier dispositif. Tu peux passer diapo suivante. Donc, dans ce premier dispositif, on a été progressif. C'est-à-dire qu'on a fait comme tout le monde, on a pris un peu la mutualisation facile avec la banque de tests. Euh, Sauf qu'au départ, la banque de tests, on l'a rejetée. On s'est dit, oui, il y a une banque de tests, ok, super, mais nous, on sait mieux faire que ça. Donc, les tests ont été créés par des responsables d'UE, sensibilisés en début de cycle, parce qu'on avait une dynamique collective de gens qui avaient peur,
qui se posaient des questions. On n'est pas un très gros établissement, hein, c'est 400 étudiants à l'entrée à chaque fois. Donc voilà, on s'est dit, on sait faire, on doit pouvoir faire seul, c'est gentil, c'est ressources mutualisées, mais nous, on peut faire mieux. Et on a repris quand même quelques tests parce que du coup, c'était quand même plus facile. Donc, premier usage, on fait une mutualisation, mais une mutualisation de charge, en fait, hein, tout simplement. Tu peux passer à la diapo suivante. Ça fonctionne bien. On a des très bons retours. Réassurance pour les étudiants, remerciement des parents. Les étudiants nous disent, oui, on sent qu'on s'occupe de nous en école d'été, dans le dispositif, etc. Merci. Et puis, on a une légitimation du niveau au niveau des enseignants, parce que là, du coup, on était sur le niveau baisse, mais on ne savait pas dire précisément quelle partie, qu'est-ce qui était appris, pas appris. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais le problème qui s'est posé, c'est que tout ça, c'est bien beau, sauf que, comme tout le monde, on a une problématique de turnover sur les responsabilités d'UE, notamment en début de cycle. C'est des UE compliqués, avec des grandes masses et une forte implication nécessaire. Et que les nouveaux responsables, bah, ils reprennent l'UE, c'est une UV de masse, c'est compliqué. Bah, voilà. Donc, ils ne sont pas toujours disponibles ou impliqués. Le deuxième problème qu'on avait, c'est qu'on avait une volumétrie assez faible de tests, puisqu'en fait, on les avait produits bah, à taille humaine, hein, c'est-à-dire que chaque enseignant avait fait 4, 5, 6, 7, et au-delà, pour varier un peu les choses, faire des tests aléatoires, etc., ça devenait compliqué. Et puis, évidemment, comme tout le monde, quand on fait un QCM pour soi, bah, on n'est pas forcé de faire un feedback. En tout cas, on le fait à sa manière, en faisant le lien avec un cours. Et donc, forcément, on était un peu déficitaire sur les feedbacks, ce qui fait que quand on a voulu utiliser les tests pour faire de la remédiation, eh ben, c'était un peu plus compliqué. Et ensuite, on a eu, bah, comme tout le monde, un peu un épuisement des collègues. Une réforme, ça va, deux réformes, ça va, troisième réforme, non, on n'est plus possible. Et puis la réforme du bac nous a demandé de renforcer vraiment les QCM de mathématiques pour vérifier l'hétérogénéité. Je vous rappelle qu'on est sur des publics ultra sélectionnés, avec une forte homogénéité au départ, et là, bah, du coup, non. Il y avait des différences fortes selon les lycées dans ce qui était fait ou pas fait. Et puis, des premiers besoins qui sont apparus, des besoins de remédiation d'étudiants, qui étaient de bon niveau, mais qui n'avaient pas pris la bonne option ou qui n'avaient pas bénéficié, voilà, pour des raisons X ou Y, qui avaient besoin de remédiation, avec des bons niveaux, des bonnes capacités d'auto-formation, mais quand même. Et du coup, on a petit à petit évolué vers une mutualisation à cause de ces problèmes. Donc, on a fait ça en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'on a repris le dispositif de test positionnement initial, tout bêtement, hein. Ça nous a permis d'augmenter les tests de couverture, d'assurer les feedbacks. Tout s'est très bien passé sur le sujet. Et le second temps, ça a été qu'on est passé à un dispositif. C'est-à-dire qu'on est passé de test de positionnement à l'acceptation qu'il fallait faire une formation, que cette formation, comme c'était une formation sur les prérequis, c'était vraiment pas notre tasse de thé, et qu'en plus, bah, on avait des difficultés parce qu'il fallait reprendre des cours de lycée, faire appel à des collègues en lycée, les restructurer, etc. Parce que faire la transition entre le lycée et l'université, pas si simple que ça. Bref, ça nous prenait du temps. On se dit, bah, il y a un dispositif qui existe, il est bien fait, utilisez-le. Et ça a été jusqu'à admettre que du coup, ce dispositif, au-delà du début, pouvait être utilisé comme une ressource complémentaire. Donc, on retrouve un peu tous les éléments qui ont été proposés précédemment sur le sujet. Tu peux passer sur la diapo suivante. Alors, l'élément clé pour moi, et peut-être c'est peut-être ce qu'il vous faut de plus dans ce qu'on a explicité, hein, c'est qu'il y a des choses qui ont fait réussir la mutualisation. La première chose, c'est que c'est un contenu de type prérequis. C'est-à-dire que c'est un contenu qui n'est pas cœur de métier en tant que tel. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, de discuter, de dire qu'on n'est pas forcément hyper compétent ou on n'a pas forcément envie de le faire. Ce n'est pas vraiment un problème de compétence, c'est plus un problème d'envie ou de temps. Deux, les ressources ont été présentées, discutées en réunion et adaptées en fonction des problématiques de l'établissement. Alors ça, si vous avez déjà eu recours à nous, c'est un truc qu'on fait assez classiquement. On vous présente les ressources et puis on vous dit qu'est-ce qui vous convient pas. On vous fournit même des versions PDF faciles à annoter pour pouvoir les sélectionner, hein, sur les tests de positionnement. Et c'est vrai pour prescription aussi, d'une certaine forme. Voilà, donc ça a été discuté et adapté. Et trois, il y a un élément qui me semblait relativement évident, mais que peu de gens ont fait, peu d'établissements ont fait, que je vais vous donner, c'est qu'on a fait une conception assistée par l'usager. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de la place de l'étudiant sur le sujet. C'est-à-dire que comment l'étudiant pouvait ressentir ça comme une aide, et que c'était bien adapté pour lui, etc. Et du coup, on a mobilisé euh, des étudiants de fin de cycle pour revérifier le dispositif, nous faire des préconisations, soit de changement de vocabulaire, soit d'adaptation,
pour nous mettre au même niveau que nous. Et tout ça, évidemment, avec une validation par les enseignants, mais qui étaient bien contents d'avoir déjà ce pré-travail sur le sujet. Donc, c'est vraiment une conception assistée par l'usager. Ça fonctionnait très, très bien de ce point de vue. Et puis, le second point, évidemment, c'est l'interaction. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une ressource qu'on a donnée comme ça et que l'établissement s'est approprié dans son coin. C'est une ressource dans laquelle il y a eu du dialogue. On a fait ça, il se passe ça. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience sur ça? Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses? Bref, il y a eu un dialogue. Bon, c'était relativement simple parce que c'est Jules Tardy qui était là à l'époque. Mais du coup, ça a vraiment, c'est vraiment été intéressant et super efficient pour dire que du coup, ça nous a épargné les affres d'une action chemin faisant, puisqu'on avait une visibilité sur ce qui existait aussi par ailleurs. Donc, on a dû l'adapter évidemment, parce que chaque contexte est différent, il faut l'adapter, mais on a eu cette visibilité. Je vais passer à la diapo suivante, je pense que ouais, c'est la synthèse. Donc, en gros, c'est l'élément clé pour moi. En suivant, on a une intégration qui était réussie, mais qui doit être portée par le directeur d'études. Pourquoi? Parce que dans le cas de Jean-Marc, vous avez vu des exemples à la fois portés par les enseignants à titre individuel et collectifs. Et sur des aspects collectifs aussi forts, puisque là, évidemment, il s'agit de toute une promo, hein, évidemment. Très clairement, si c'est porté que par des enseignements avec le changement de responsable du etc., la saturation, c'est pas suffisant. Il faut un appui institutionnel. Alors, toujours pareil avec ce que Jean-Marc vous a dit, hein, on fait du bottom-up et du up-bottom. Enfin, à chaque fois, on mixte les deux, mais il faut quand même un appui institutionnel, même léger. Et puis le second point, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Quand on fait ce type de dispositif, il faut faire une veille, il faut voir avec les autres des évolutions, parce que en effet, Jean-Marc l'a dit, il y a des stratégies d'étudiants, il y a des changements de niveau, et tous les feedbacks qu'on peut mutualiser, qu'on peut repasser, etc., servent à faire évoluer les dispositifs. Or, quelques universités, je l'ai vu par ailleurs avec mon autre casquette, n'ont pas fait évoluer le dispositif. C'est-à-dire qu'il tourne bien, il tourne tout seul, mais il n'a pas évolué. Ce qui est un peu dommage. Et du coup, on est obligé au niveau du Miciel, quelquefois, de faire des informations sur des releases, des évolutions sur le sujet. Donc ça a été un autre élément, je pense qu'il faut avoir en tête. Il faut à la fois le porter institutionnellement quand on veut être à ce niveau de mutualisation et d'action pour les étudiants, et deux, le faire évoluer pour que ce soit parfaitement adapté, qu'il réponde parfaitement aux besoins, parce que très très vite, il se peut qu'il pas qu'il devienne obsolète, mais en tout cas qu'il soit plus adapté. Or, sa pertinence, c'est qu'il s'adapte en permanence. On peut passer aux questions, je pense directement, du coup, parce que le reste, c'était des questions. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, enfin, plutôt intervenir, tout simplement. Alors, je ne sais plus s'il reste grand monde en dehors de Gaël sur mon écran. Peut-être en attendant les questions, est-ce que Sophie, tu veux bien présenter le prochain webinaire qui aura lieu le 9 avril, s'il te plaît? Ah, oui. Normalement, c'est bon. Merci Julie. Oui, le 9 avril, nous parlerons d'une plateforme en cours d'expérimentation, enfin de développement et d'expérimentation dans Uniciel qui s'appelle MAPS, Uniciel MAPS, donc pour mathématiques, pour les sciences expérimentales, pour les sciences avec une emphase sur les sciences expérimentales. Donc je peux vous présenter, cette, plateforme, qui est basée qui reprend, ce qui a été évoqué là, c'est-à-dire la difficulté que l'on rencontre dans les études scientifiques, selon le niveau, en mathématiques, des étudiants issus du lycée, selon les spécialités qu'ils ont suivies et notamment la difficulté qu'ils ont de transférer ces outils mathématiques dans leur discipline, qui peut être différente des mathématiques, donc typiquement, physique, ou sciences pour l'ingénieur ou chimie, biologie, voilà. Et donc basé sur l'expérience que l'on a, d'implication dans différents projets, on a adapté l'algorithme PIX sur, nos questions pour pouvoir travailler sur les savoir-faire mathématiques nécessaires pour des poursuites en sciences. Et je vous présenterai à la fois la plateforme et les premiers retours d'expérimentation qui ont été faits par, 4 établissements. Merci, Sophie. Du coup, Gaël, si vous n'êtes pas trop impressionné, mais qu'on ait un petit temps d'échange. Julie, je ne sais pas s'il faut autoriser les micros, peut-être tout simplement.
pas qu'on se retrouve seul.